LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, présente État de santé. Bonjour à tous, c'est une chose entendue, le sport c'est bon pour la santé. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que le sport peut guérir. Mais pas seulement le sport, l'activité physique aussi. Malheureusement, elle décline en France. Regardez ce graphique. En 1970, 73% des 15-75 ans pratiquaient une activité physique. En 2010, ils ne sont plus que 42%. Et cette baisse a un impact aussi. Si on vit plus longtemps qu'avant, on vit aussi moins bien. Vous voulez un chiffre choc? Un décès sur 10 dans le monde est lié à l'inactivité. Alors, le sport peut-il réellement guérir? Et si oui, quelle pathologie? Et puis comment encourager les Français à bouger? Toutes ces questions, on va les poser à notre invité Stéphane Diagana. Bonjour Stéphane Diagana, ravi de vous rencontrer pour cette émission consacrée à un sujet que vous connaissez bien, le sport et la santé. Stéphane Diagana, ancien athlète spécialisé du 400 mètres haies, fut double champion du monde de sa discipline. Il a mis un terme à sa carrière en 2004, président de la Ligue nationale d'athlétisme en 2007, porteur de la flamme olympique au JO de Pékin en 2008. Il est actuellement membre du comité des sportifs de l'Agence mondiale antidopage. Aujourd'hui, il consacre une grosse partie de son temps au développement du sport dans la société. Bonjour Stéphane Diagana. Bonjour. Pour cette émission État de santé, aujourd'hui, on pourrait se dire mais que fait un grand champion du monde d'athlétisme sur le plateau? Mais on oublie qu'en fait, vous êtes un expert de la santé, vous, les grands sportifs. Oui, c'est vrai qu'on est expert malgré nous parce que le sport nous apprend à découvrir notre corps, à créer du lien entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en dessous. On devient des systèmes experts avec une finesse. Et puis, on connaît les blessures aussi, donc on a une sensibilité au corps, c'est notre outil de travail. Donc on est expert d'une certaine façon, oui, de la physiologie, on est obligé de comprendre comment ça fonctionne, tout ça, parce qu'on essaye d'en tirer le maximum. Ah oui, en permanence, vous écoutez votre corps, vous êtes à l'écoute des réactions et puis des façons effectivement de le soigner, parce qu'on est souvent blessé quand on est un grand sportif. Oui, moi je l'ai été assez. Et puis on a ce rapport au corps très exigeant, on lui demande beaucoup. Donc forcément, quand on demande beaucoup au corps, on se penche sur les questions de nutrition, on se penche sur les questions de prévention des blessures, on essaye de le comprendre. Et c'est peut-être ce qui nous rend un petit peu à part dans une société où finalement on a quand même sanctifié tout ce qui se passait, tout ce qui se passe au-dessus des épaules, et puis on considère le corps comme l'intendance qui doit suivre. Et j'ai tendance à dire que souvent on découvre le corps quand il fait mal, dans la souffrance, dans la vie de tous les jours, dans la douleur, quand on est obligé d'aller à l'hôpital, qu'on est blessé, qu'on est malade. Nous on le découvre d'abord dans l'harmonie, même si on connaît la blessure, on le découvre dans le plaisir de tout ce qu'il peut nous apporter. Bouger c'est guérir, c'est un joli slogan un peu démago, où vous dites non, vous allez voir, ça va s'implanter de plus en plus comme une réalité. Bouger, c'est guérir. Aujourd'hui, on sait quand même que nos modes de vie ont profondément changé et très brutalement. On est dans des modes de vie très sédentaires par les métiers que l'on fait, qui le sont de plus en plus, par notre façon de nous déplacer, par nos activités du quotidien finalement, je dirais les tâches ménagères qui ne sont pas très actives non plus. On a un déficit d'activité physique, or on a été designé, construit autour du mouvement pendant des milliers d'années. Et ça, c'est pas sans conséquence. Oui, l'évolution a mis en place et a validé plein de processus physiologiques qui sont activés par le mouvement. Or, en s'arrêtant de bouger, des choses simples, mais le retour veineux au niveau des jambes, on a une pompe sous le pied que, si on marche, elle s'active. C'est une sorte de plexus veineux. Si on marche, elle s'active. Si on ne marche pas,
elle ne s'active pas. Donc le retour veineux, on voit bien, ne serait-ce que cette fonction-là, mais on découvre beaucoup de fonctions qui sont liées au mouvement et donc de dysfonctions et de pathologies qui sont liées au manque de mouvement et à l'inactivité. Bouger, c'est guérir. En tout cas, à Strasbourg, et je sais que c'est une expérience qui vous intéresse, Stéphane Diagana, on est allé assez loin, en tout cas, dans ce type de prescription, puisqu'on fait du sport, ou plutôt on prescrit précisément du sport sur ordonnance. C'est une première en France. On regarde, on en parle juste après, tout de suite. Un poussé de bâton maîtrisé, le pas rapide, et pourtant ces sportifs ne sont pas des marcheurs comme les autres. Allez, on se met sur... On s'appuie bien sur les bâtons. Ils sont tous atteints de pathologies graves. 1, 2, 3, 4. Exemple avec Sonia. À 63 ans, elle souffre d'une maladie des bronches. Et son traitement, eh bien, c'est la marche nordique. En seulement 3 semaines, son état de santé s'est déjà amélioré. Je prenais systématiquement l'ascenseur et pourtant je n'habite qu'au 2e étage. Là je descends, je monte, sauf quand vraiment je suis chargée, quoi, à pied. Donc ça va. Et je suis beaucoup moins essoufflée, mais là c'est vrai que... Si Sonia se sent mieux, c'est grâce à un dispositif unique en France, le sport sur ordonnance. C'est ici, en plein cœur de l'Alsace, à Strasbourg, que les médecins peuvent prescrire du sport gratuitement. Sonia, elle, a pu bénéficier de cette prescription il y a quelques mois. Avec ses problèmes respiratoires, elle remplit l'un des critères pour faire partie du programme. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son docteur afin de réaliser un petit bilan. Bonjour. Bonjour. Allez-y, c'est par là. Le docteur Mater fait partie des 100 médecins membres du programme. Et 15% de sa patientèle peut bénéficier du sport sur ordonnance. Pour l'activité physique de tous les jours, faire la vaisselle, faire les tâches ménagères, tout ça, vous n'aviez pas de problème déjà? Non, si j'avais. Et ça va... L'aspirateur me pose un problème, mais autrement non. Ça va un petit peu mieux, vous sentez? Ça va. Oui. Si. On va regarder votre tension artérielle. Premier signe positif, en 3 semaines, sa tension a fortement chuté. Elle est très bien, 12,8, c'est parfait. C'est bien. C'est lié au sport, ça? On ne peut pas dire qu'après une période aussi courte ce soit lié, mais c'est sûr que forcément ça va à long terme améliorer la chose. Vous pouvez vous rhabiller. Associé à une perte de poids et des médicaments, le sport se révèle être un très bon traitement. On va repasser à côté. À tel point que Sonia envisage même de se soigner à terme exclusivement avec l'activité physique. C'est une bonne expérience, là tout se passe très bien. C'est une bonne expérience, et puis j'espère, mon but c'est effectivement récupérer ma capacité respiratoire, pardon, voire à terme diminuer et éventuellement supprimer mes médicaments. Ce serait l'idéal. Après ses premiers résultats prometteurs, le médecin peut lui renouveler son ordonnance sportive. Bon, eh bien c'est très bien, je vous félicite pour votre motivation. Comme elle, 250 patients se sont vus délivrer une telle ordonnance par leur médecin depuis novembre. Et c'est au stade de la Méno qu'ils se rendent pour choisir leur activité. Prenez place. Hop. Ici, ils rencontrent l'éducateur sportif, Laurent. Aujourd'hui, c'est Joël qui a rendez-vous. Diabétique, hypertendue et en surpoids, elle cumule tous les critères pour participer au dispositif. On va essayer de voir si vous bougez assez dans votre vie quotidienne. Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche? Proprement dit, rien. Rien. Mais... En France, la sédentarité touche de plus en plus de personnes. On fait 4 fois moins d'activités que dans les années 50. Ancienne nageuse de haut niveau, Joël est elle aussi devenue victime de ce mode de vie sédentaire. C'est un cercle vicieux parce qu'on n'arrive plus à bouger. Ouais, moi, je me c'est suis ce que... complètement... j'ai vraiment, en 1 an et demi, j'ai pris 18 kilos. Ouais, c'est pas mal. Donc, hein. voilà, donc c'est pas simple, donc je suis essoufflée, et puis après je me suis renfermée sur moi-même, quoi. Hein. Mais la fréquence, Laurent va alors lui conseiller de reprendre de bonnes habitudes. Et ça commence par son mode de transport quotidien. Est-ce que votre fille, elle est prête à aller pédaler avec vous, par exemple, de temps en temps Ah oui, moi j'ai ma petite, ouais. Bah alors voilà. Ouais, il faut partir de là. Hein. Bah, ça va être l'occasion pour vous de partager un moment avec elle. Désormais, Joël va pouvoir emmener sa fille à l'école à bicyclette. Malheureusement, la majorité des patients de Laurent n'ont pas cette capacité. Dans le dispositif, 8 personnes sur 10 ne savent ni nager, ni faire du vélo. Ça m'a quand même surpris. Je m'attendais à ce que les gens fassent pas beaucoup de sport, mais c'est vrai que si vous n'avez pas ces savoir-faire, qui sont quand même des activités qui sont assez faciles à mettre en place, faire du vélo,
C'est pas très compliqué, des piscines, il y en a partout. Maintenant, si vous n'avez pas ces deux savoir-faire, ça vous enlève déjà 2 pratiques. Et puis bon, ça signifie quand même que culturellement, c'est pas dans votre habitude de vie. Alors, on va faire tous les petits tests. Comme ça, voilà. Ok, on est parti. À l'issue de ces tests, Laurent va proposer à Joël de reprendre le sport tout en douceur. C'est bon. Au centre sportif du Bon Pasteur, il y a du yoga, du tai chi ou du qigong. Déjà ça, pour la tension, c'est pas mal, c'est plutôt apaisant. Joël pourra choisir entre 9 activités sportives ou encore prendre un abonnement de vélo en libre service. Et tout cela sans débourser le moindre centime. Et pourtant, ce dispositif a un coût, 129 000 € par an. Mais alors, qui finance le sport sur ordonnance? Il y a le régime local d'assurance maladie, l'assurance régionale de santé, des donateurs publics et privés, ainsi que la ville de Strasbourg. C'est justement ici que nous retrouvons l'homme à l'origine de ce programme. Alexandre Feltz est médecin et adjoint en charge de la santé à Strasbourg. Pour lui, l'expérience ne peut être que bénéfique dans une région où le taux d'obésité atteint 18% contre 15% en moyenne en France. Il regrette seulement que la sécurité sociale n'ait pas voulu participer. Il faut espérer que dans un temps proche, elle puisse s'engager parce que justement les gains financiers liés à cette action seront importants et c'est la sécurité sociale qui va bénéficier financièrement de ces actions puisque déjà des gens aujourd'hui ont perdu du poids, vont mieux au niveau de leur tension et de leur maladie cardiaque et on peut commencer à diminuer le nombre de médicaments pour les gens qui sont dans l'activité physique régulière et modérée. Et pourtant, la sécurité sociale aurait tout à y gagner. Selon une étude de l'IMAPS, elle pourrait économiser chaque année plus de 56 millions €. Stéphane Diagana, intéressante l'expérience de Strasbourg. On en a beaucoup parlé au moment où elle a été lancée. Bon, voilà, ils l'ont fait. On en rêvait, ils l'ont fait un peu. C'est ça, non? Oui, voilà, je pense qu'ils ont la chance d'avoir un système d'assurance maladie qui est spécifique, qui est à part, qui a permis justement de lancer cette expérimentation. Et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment un plus. On voit des prescriptions vraiment qui sont faites, qui sont écrites et qui sont des prescriptions d'activité physique. Une fois de plus, moi je ne suis pas pour le sport à tout prix, mais le sport est un vecteur d'activité physique aujourd'hui attractif. Donc autant s'en servir pour lutter contre ce fléau qui est la sédentarité. Après cette expérience, il faut s'en servir pour aller plus loin et puis pour qu'à terme, on ait des pratiques sportives qui entrent dans le référentiel des biens et des services médicaux qui sont cotés, qui sont pris en charge, qui sont remboursés. Ça veut dire quoi, ça, aller plus loin? Le mouvement sportif est en train de réfléchir à un Vidal du sport. C'est-à-dire, le Vidal, bien sûr, vous le connaissez, c'est pour la prescription du médicament, c'est très précis, il y a une posologie. Pour le sport et pour l'activité physique aussi, il y a des posologies, des intensités en fonction des pathologies que l'on veut prévenir ou au contraire traiter. Et tout ça, c'est encore à faire et à établir, mais il y a énormément de perspectives dans ce domaine-là pour être plus efficace, tant sur le plan médical que sur le plan économique aussi, dans l'engagement de dépenses de santé vraiment utile et efficace. Vous n'êtes pas tout seul sur ces grands chantiers parce que vous dessinez des perspectives passionnantes. Vous connaissez sans doute Roland Chentowski, qui est le PDG de l'agence clinique ProSport, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui va nous expliquer tout de suite comment l'inactivité physique est une pathologie, peut conduire en tout cas à des pathologies. Plus qu'une maladie, l'inactivité physique est un facteur de risque de développer une maladie qu'on appelle maladie chronique et qui ont pour nom diabète, hypertension, cancer, ostéoporose ou d'autres encore. Mon stade proposera, pour prendre en charge nos adhérents par l'activité physique, proposera d'abord une évaluation des aptitudes à bouger, aptitudes qui seront évaluées à travers l'évaluation de la composition corporelle, l'évaluation des capacités cardio-respiratoires et l'évaluation des capacités musculaires. À partir de cette évaluation, sera construit un programme personnalisé qui sera proposé à travers un stage de 39 séances pendant 3 mois. Donc 39 séances parce que ça fait 3 séances par semaine et que la durée d'action de l'activité physique est de 48 heures et que pour optimiser ses effets, il faut répéter une activité physique adaptée régulièrement. Et 3 mois, ce sera aussi le temps de l'éducation, car nos séances apprendront à nos adhérents à reproduire ce type d'activité ensuite dans leur propre environnement. Stéphane Diagana, l'inactivité physique, nous dit-on, est donc une pathologie. Mais l'activité physique, est-ce qu'elle peut guérir certaines pathologies plus que d'autres? Ça s'adresse à quel type de malade, votre message?
En fait, on se rend compte aujourd'hui, hein, et je n'invente rien, il y a eu un rapport INSERM en 2008 qui a été écrit et qui est assez large, qui reprend énormément de méta-analyses faites partout dans le monde sur beaucoup de pathologies. Et on voit que ça a des applications, une fois de plus, de prévention, mais aussi thérapeutiques pour des pathologies respiratoires. Par exemple, l'INSERM affirme que, compte tenu des études qui ont été faites, pour les BPCO, qui sont des pathologies respiratoires, notamment des fumeurs, l'activité physique est le traitement le plus efficace, si bien sûr on a la bonne intensité, si elle est bien qualifiée, si elle est bien quantifiée. On a des effets efficaces sur le diabète, on a des effets efficaces sur les taux de rechute pour les cancers du sein. Pour les femmes ménopausées, on dit que les femmes qui sont suffisamment engagées dans des pratiques d'activité physique ont des taux de rechute divisés par 2. Donc c'est pas rien, c'est pas quelques pourcents. C'est divisé par 2 sur le cancer du sein. Donc toutes ces études-là, elles sont sérieuses, elles sont assez documentées, ces données sont assez documentées. Et le diabète de type 2, je vous en ai parlé, les cancers, les maladies cardiovasculaires, bien sûr. Donc il y a... Voilà, c'est 70% des dépenses de l'assurance maladie, à peu près les maladies chroniques. Donc on voit les enjeux que ça peut représenter. La France prend le train à l'heure sur cet enjeu-là ou vous trouvez qu'il y a déjà des modèles qui sont plus avancés que nous? On est en retard. Souvent, quand vous discutez avec des gens et dès que vous vous intéressez, vous tapez, que ce soit en français ou en anglais, sur un moteur de recherche, activité physique et santé, vous allez atterrir sur des sites canadiens. Très clairement, on n'est pas en avance, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Il faut se réveiller et il faut voir ça comme une véritable opportunité, une fois de plus, d'aborder la santé différemment, parce que le tout curatif a montré ses limites et on est face à des maladies de civilisation qui nécessitent des changements de comportement qui doivent être accompagnés. De la même façon que quand on veut aider un fumeur à arrêter de fumer, on l'accompagne et on met en place des dispositifs parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Remettre des gens à l'activité physique, c'est pas simple non plus et ça nécessite de l'accompagnement. Plus inattendu, peut-être dans ce domaine, Stéphanie Guénard, on s'aperçoit que le sport améliore aussi les capacités intellectuelles. Regardez le reportage d'Aurélie Macedo. On pense souvent que les sportifs ont tout dans les jambes et rien dans la tête. Eh bien non. La preuve avec Laurent Sampéré, le talonneur du Stade Français. Derrière son 1,80 m et ses 102 kg de muscles se cache un joueur particulièrement rusé. Entre les mêlées, c'est lui qui fait les touches. Un exercice qui demande une extrême précision. À la sortie de son entraînement, nous le suivons pour réaliser des tests cognitifs. Et sur la route, il nous fait une confidence surprenante. En plus d'être un professionnel de rugby, il suit une formation de promoteur immobilier. Et tout cela avec beaucoup d'aisance. Je me rends compte que j'arrive facilement à assimiler les choses et à m'adapter et à m'intégrer. Après, est-ce que ce sont des valeurs que j'aurais, des aptitudes et des valeurs que j'aurais développées sans le sport de haut niveau? Je ne sais pas. Pour vérifier si le sport a une quelconque influence sur son cerveau, direction l'hôpital Bélan, où il va réaliser des tests de QI. Prêt, top, c'est parti. Ce neurologue teste régulièrement Laurent pour mesurer ses capacités psychocognitives. En un minimum de temps, le joueur doit relier les chiffres de 1 à 25. 15. Là, il est bien. Là, il a vraiment fait un test tout à fait correct. Vraiment, sa mémoire visuospatiale est tout à fait bonne. Et comme le digitest qu'on vient de voir, là, 92, c'est un très très bon score. Là. Très bon score, ce qui montre bien que, on va dire qu'il est bien outillé pour pouvoir éviter, pour pouvoir planifier, pour pouvoir mettre en place le maximum de stratégies dans un temps record. Si son score est supérieur, c'est certes parce qu'il a des prédispositions intellectuelles, mais pas seulement. C'est également grâce au sport. Pendant le jeu, Laurent doit démultiplier les stratégies pour gagner. Et tout se passe dans une zone bien particulière du cerveau. L'hippocampe, c'est cette structure qui est très importante dans la mémoire de travail. Dans la mémoire justement qui nous permet d'acquérir des informations de manière transitoire pendant un moment pour pouvoir analyser exactement ce qu'il va falloir faire dans les secondes qui suivent. Et notamment pour un joueur de rugby, c'est très important de savoir exactement où sont positionnés les adversaires, où sont positionnés les joueurs, les coéquipiers, pour pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Le sport permettrait donc de stimuler l'hippocampe et d'améliorer la mémoire. Une révolution pour certaines maladies du cerveau. Depuis quelques années, on s'aperçoit notamment que chez des gens qui ont pratiqué le sport toute leur vie, eh bien, ils ont beaucoup moins de risques de faire un Alzheimer, beaucoup moins de risques de faire une maladie neurodégénérative que les autres. Et même à partir de 60 ans, ceux qui n'ont jamais pratiqué de sport, et si on fait
pratiquer du sport à certaines de ces personnes et pas aux d'autres, on s'aperçoit qu'ils vont préserver leur capacité cognitive beaucoup plus longtemps. Des résultats observés aux États-Unis, mais pas encore en France, faute de financement. Néanmoins, on s'y intéresse de très près à Bordeaux. Ici, à l'INSERM, Francis et Muriel travaillent sur ces rongeurs depuis 2 ans. Ils réalisent une expérience inédite en France. D'un côté, des souris en cage. De l'autre, les mêmes souris, mais avec un détail en plus, celles-ci peuvent courir dans une roue. Ainsi, les 2 chercheurs peuvent comparer les effets sur les souris actives et inactives. Derrière son écran, Francis observe en direct l'activité des rongeurs. Il court en moyenne 5 heures par jour. Ensuite, c'est Muriel qui prend le relais. L'avantage de la souris, c'est l'accès rapide à son cerveau post-mortem. Dans son microscope, Muriel observe et analyse les cellules nerveuses de l'hippocampe qu'elle a prélevées sur les 2 types de souris. Et la différence est flagrante. Sur cette image, une souris sédentaire. Et sur celle-ci, une souris active. Ici, on voit bien que les neurones sont en nombre nettement plus important. Il semblerait qu'il y ait une augmentation de la vascularisation cérébrale au niveau du cerveau, ce qui permettrait d'apporter beaucoup plus de nutriments à cette structure particulière. Et ces nutriments, ces facteurs de croissance, aideraient donc à la création de nouveaux neurones. Mais cette expérience sur les rongeurs est-elle applicable à l'homme? Muriel en est convaincue. Ce phénomène que nous étudions plus particulièrement, qui est la création de nouveaux neurones, c'est un phénomène qui existe donc chez l'homme. Donc on a vraiment de fortes raisons de penser que l'exercice physique pourrait agir sur la mémoire et les états anxieux, par exemple, en passant par ce phénomène qui est la neurogénèse hippocampique adulte. L'exercice physique développerait donc de nouveaux neurones. En banlieue parisienne, cette agence de graphistes l'a compris depuis longtemps et exploite même le filon du sport. À l'heure du déjeuner, pas question pour cette directrice commerciale d'aller au restaurant. Chantal profite de sa pause pour aller faire du sport. Et dans cette agence, rien de plus simple, elle n'a qu'à traverser la rue pour rejoindre la salle de sport privée. Cela fait 6 ans que les salariés ont la possibilité de se défouler ici. Et pour Chantal, cette pause sportive est devenue un besoin vital. Alors moi, je suis très centrée plutôt sur les bénéfices au niveau des fesses, au niveau du ventre et des bras, au niveau du travail. Non, je pense que c'est un état d'esprit, c'est un équilibre général. Après, il n'y a pas que le sport non plus qui fait qu'on se sente bien ou pas dans son travail et dans sa vie, mais ça en fait partie en tout cas. Si les salariés le font par intérêt très personnel, la directrice de la communication, elle, pense plutôt aux gros sous. Elle se réjouit de la forme de ses employés. Le sport contribue effectivement à un bon rythme de travail. Depuis 8 ans que la salle de sport existe, l'agence a triplé ses effectifs, s'est développée ici à l'international et qu'il y a très peu de turnover. Le fitness et la musculation, c'est bien, mais les sports collectifs, c'est encore mieux. Le contact social permet en effet de démultiplier les données à traiter et de générer encore plus de neurones dans le cerveau. Stéphane Diagana, dans le domaine des grandes maladies qui touchent les systèmes neurologiques, vous pensez que le sport peut quand même être un allié considérable? En tout cas, sur le reportage que l'on a vu, ce qui est intéressant, c'est de constater finalement qu'il n'y a pas cette dichotomie qui est très française, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui est très française entre le corps et l'esprit. On voit que les deux fonctionnent ensemble. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on voit que ça va donner peut-être une approche un petit peu différente et permettre de mieux comprendre ces maladies telles que la maladie d'Alzheimer, qui sont vraiment des maladies très lourdes, de mieux comprendre que ce n'est pas forcément en faisant des activités intellectuelles qu'on va combattre ces maladies, mais peut-être qu'en ayant une vie plus harmonieuse, plus active physiquement. Et ce que disait le médecin à ce sujet était assez intéressant, de dire que même à 60 ans, si on remettait à l'activité physique certaines personnes, on voit qu'il y a des différences de trajectoire par rapport à ces maladies entre les gens actifs et les gens inactifs. Ça, c'est formidable. On parlait à l'instant des personnes qui ont 60 ans. Parlons des enfants. Et évidemment, ça commence à l'école. Arnaud Robinet, qui est député de cette Assemblée nationale, est très sensible à ce qu'on associe le plus possible et le plus tôt possible, évidemment, le sport dans les programmes scolaires. Écoutez-le.
En tant que député, c'est-à-dire en tant que législateur, bien sûr, on peut porter un certain nombre de projets de loi ou de propositions de loi et travailler avec le gouvernement, notamment sur un sujet moi, qui me tient à cœur, c'est l'activité sportive chez les enfants, c'est-à-dire inciter les jeunes Français à pratiquer une activité sportive. Ça va bien sûr de la prise en charge, pourquoi pas, d'une licence sportive pour rendre accessible à la grande majorité des Français l'activité physique, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir adhérer à un club sportif. Et puis c'est également une mission de l'éducation nationale, c'est-à-dire la pratique qu'on appelle l'éducation physique et sportive, qui doit avoir un peu plus de place dans les programmes scolaires. Stéphane Diagana, on a un déficit à l'école? On n'en fait pas assez? C'est un ensemble culturel, on n'en fait pas assez à l'école, on n'en fait pas assez à l'université par rapport à d'autres pays, parce que ce n'est jusqu'à présent, et peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, jusqu'à présent, ce n'était pas jugé indispensable. J'ai eu l'occasion de travailler sur un rapport sport et université, sauf à quelques exceptions près. Ce que j'ai ressenti de la part de certains présidents, de beaucoup de présidents d'université, c'est que le sport à l'université, c'est accessoire comme le logement, comme la restauration, mais ce n'est pas intégré dans un projet académique ou dans un projet de développement des aptitudes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient physiques, d'un étudiant. Or, c'est important de savoir si un étudiant va être en bonne santé, s'il va sortir des bancs de l'université. Un étudiant, c'est entre parenthèses 10 000 € par an, donc c'est intéressant, ne serait-ce que égoïstement sur ce plan-là, de se dire est-ce qu'il va avoir la capacité de travailler 10 ans, 15 ans, 20 ans, surtout quand on parle de recul de l'âge de la retraite. Il faut bien se poser la question aussi de savoir si les gens seront en état de pouvoir travailler jusqu'à 60, 65 ans. Donc c'est un enjeu qu'on doit prendre dès le début, qu'on ne doit pas lâcher tout au long de la vie et quels que soient les endroits. Stéphane Diagana, pour ceux qui nous regardent, qui vous écoutent et qui ne font que très peu d'activité physique, qu'est-ce que vous leur conseillez? D'essayer de chasser. D'aller voir un médecin? Non, d'essayer de chasser le moindre petit moment dans le quotidien où on peut faire de l'activité physique. Il y a des choses qu'on peut partager en famille, des enfants à vélo pendant que les parents courent. Moi, je l'ai déjà fait avec des enfants qui ne pouvaient pas me suivre en courant mais qui pouvaient me suivre à vélo, donc sur des promenades, dans ces temps de transport. Et puis, au début, ne pas être exigeant. Si c'est 5 minutes, bien sûr, on ne va pas atteindre les recommandations qui sont de 30 minutes d'activité physique, 5 fois par semaine, qui sont les recommandations OMS. Mais même si on prend 5 minutes le matin pour aller courir autour de chez soi, on a déjà installé ça comme une règle dans son mode de fonctionnement. Et après, on trouve le temps. Parce qu'au début, on dit j'ai le temps juste pour 5 minutes. Et puis après, comme par hasard, on a le temps pour 20 minutes ou même pour une demi-heure. Parce qu'on y prend goût. Parce qu'on y prend goût. Le principal problème, c'est de changer et d'initier un changement. Donc il faut accepter que ça passe que par 5 minutes au début. Et puis qu'on n'ait pas tout de suite les effets positifs. Mais essayer d'être régulier, même si ce n'est pas beaucoup. Au fur et à mesure, on verra qu'on trouve le temps quand l'habitude s'installe et que le plaisir vient. Dernier message, puisqu'on est sur la chaîne de l'Assemblée nationale et qu'on parle aux décideurs politiques. Est-ce que le ministre des Sports, demain, sera un ministre de la Santé aussi? On l'a eu, on a eu en tout cas un ministère de la Santé et des Sports. Sur le papier, c'était en tout cas une très très belle idée, symboliquement une belle idée. Dans le fonctionnement, c'était peut-être plus compliqué, mais en tout cas, je crois que ces deux univers, qu'ils soient sous le même ministère ou pas, ont beaucoup de choses à échanger pour aborder la question de la santé. Merci beaucoup Stéphane Diagana. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je voudrais vous signaler qu'à la rentrée du 14 au 22 septembre prochain, le Comité national olympique français, CNOSF, où nous sommes ici, organise une opération qui est baptisée « Santé-vous Sport ». 600 opérations partout en France. Vous allez sur le site, vous en trouverez forcément une près de chez vous. À très bientôt, au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, vous ont présenté État de santé.